Invité du MTM, le directeur général de Hyundai Motors France, Lionel French-Keogh, franco-irlandais, comme votre nom l'indique. Alors surtout français, mais effectivement irlandais d'origine. Bon. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui chez Hyundai? Normalement, vous auriez dû partir. Vous êtes passé par combien de grandes maisons de l'automobile? Quelques-unes, effectivement, depuis le démarrage de ma carrière, entre un groupe allemand, quelques groupes Oh, vous coréens, pouvez les citer. japonais. Chez Volkswagen, vous avez fait à peu près toutes les marques. Oui, dans le groupe Volkswagen cette année, et puis dans le groupe Hyundai Kia, chez Kia en tant que directeur commercial, maintenant chez Hyundai en tant que directeur général. Bon, alors, on va s'arrêter quand même sur ce dernier épisode. C'est quand même Kia qui vous a recommandé à Hyundai, paraît-il. Oui, c'est effectivement les 5 années que j'ai passées chez Kia qui m'ont permis d'arriver chez Hyundai, puisque mon patron de l'époque, en tout cas mon président coréen de l'époque, quand Hyundai a cherché quelqu'un pour prendre la direction générale, m'a recommandé auprès du patron de Hyundai en Europe. Et donc, de fil en aiguille, j'ai pris le poste il y a maintenant un peu plus de 3 ans. On parlera quand même un peu de Hyundai, mais il faut d'abord parler de ce qui étonne beaucoup de gens. Vous n'êtes pas tatoué automobile, vous ne roulez pas avec une calandre au bout de votre lit, etc. Non, c'est vrai que je suis un peu arrivé dans l'automobile par hasard, pour être honnête. J'ai Une commencé. bonne école de commerce au départ. Oui, mais pas forcément en me disant, tiens, je vais rentrer dans l'automobile parce que c'est ma passion depuis toujours. J'ai commencé dans une entreprise qui était l'ancêtre de CTLM Automobile, qui s'appelait à l'époque le Crédit Universel. Et c'est finalement ça qui m'a permis de prendre pied dans l'automobile. Et puis, gérer le reste de ma carrière, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est fait chez des constructeurs ou proches de constructeurs. Donc jusqu'à aujourd'hui chez Hyundai. Bon, en démarrant par Rover, une maison qui a disparu. Oui, ça a été ma première expérience en tant que réellement employé ou salarié dans une entreprise automobile. Assez étonnamment. Qu'est-ce que vous avez appris en matière de management? Vous n'êtes pas là uniquement pour vendre du crédit avec des voitures. Non, non, mais c'est vrai que le fait d'avoir travaillé dans autant d'entreprises différentes, avec des cultures très différentes, sur des marques qui sont très différentes, c'est bien, ça m'a permis d'être capable de faire face à des situations qui sont extrêmement variables. On est sur un marché qui est quand même complexe, qui peut évoluer de manière assez rapide, et on le voit bien aujourd'hui avec la baisse du diesel, avec l'influence du CO2 sur notre business. Donc cette expérience, qu'elle soit chez Rover ou dans le groupe Volkswagen, et puis maintenant pour Hyundai, qui est très différente, me permet réellement d'être mieux en capacité de m'adapter à des situations qui changent très vite. Mais en même temps, vous dites, je ne suis pas un homme de passion pour l'automobile. Et pourtant, Dieu sait si dans le monde de l'automobile, les gens sont passionnés par l'automobile. C'est vrai que j'ai pas une collection de voitures, j'ai pas une vieille voiture, j'ai pas une voiture de sport, je passe pas mes week-ends à regarder les grands prix ou à y aller. Mais ce qui rend l'univers dans lequel on travaille extrêmement passionnant, c'est justement parce qu'il y a plein de passionnés. Et en fait, on est sur un produit passionnel, je veux dire presque irrationnel. Et c'est ça qui rend finalement le fait de travailler dans l'automobile très intéressant. Hyundai aujourd'hui, ça représente quoi sur le marché français? Vous êtes encore modeste. Oh, on va faire à peu près 30 000 voitures cette année en termes d'immatriculation. Donc, je dirais, on progresse régulièrement depuis maintenant les 3 ans que j'ai rejoint l'entreprise. On est une entreprise jeune, hein, il faut pas l'oublier. La filiale a été créée en 2012, donc c'est assez récent. Et la marque Hyundai est présente en Europe et en France depuis uniquement 25 ans. Donc, on est, je dirais, une jeune marque sur un marché qui est extrêmement compliqué. Bon, la locomotive de Hyundai, c'est toujours Tucson. Le Tucson, c'est vrai qu'on est arrivé sur le marché français et européen souvent avec des SUV. Début des années 2000, on avait Santa Fe, et puis la première génération de Tucson en 2004. C'est vrai qu'aujourd'hui, Tucson représente à peu près 10 000 immatriculations. Ça va représenter un peu plus d'un tiers de nos livraisons cette année. Bon, et puis on attend et on voit arriver Kona. Maintenant, c'est un SUV, mais c'est le segment B. Absolument, donc c'est un SUV urbain, donc sur le segment du dessous. C'est un segment du marché qui explose aujourd'hui, parce que les gens sont en attente d'avoir des voitures un peu plus émotionnelles et finalement quittent un peu le segment des berlines qui sont beaucoup plus classiques en termes de style. Et c'est vrai qu'on arrive sur ce segment-là du marché, donc depuis maintenant quelques jours, avec des ambitions évidemment, puisque la légitimité de la marque Hyundai sur le marché des SUV est forte. On fait 1,4% de part de marché, mais sur le segment de Tucson, par exemple, on fait 3,5%. Donc on a une ambition sur ce produit-là qui est forte. Et je dirais les premiers ressentis, en tout cas par notre réseau, sont plutôt très positifs. Une vraie légitimité sur le segment des Les SUV. SUV, absolument. C'est-à-dire que les gens, quand ils pensent Hyundai, ils continuent à penser SUV avant de penser berline, de par l'historique de la marque avec Santa Fe et avec la première génération de Tucson. Qu'on parle des SUV aujourd'hui dans le journal Le Monde, on a l'impression que tout le monde s'étonne. C'est vraiment l'ère du SUV. On roule dedans En fait, de plein pied. je pense que c'est surtout l'ère
de voitures encore plus émotionnelles. C'est-à-dire que on voit bien, quand aujourd'hui les gens achètent une voiture, il y en a à peu près un tiers qui l'achètent avec comme premier critère le design. Quand on va sur le segment des SUV, on est plutôt sur des chiffres autour de 50%, dont le premier critère d'achat est le design. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens ils recherchent de l'émotion quand ils achètent leur voiture, et c'est une très bonne nouvelle. Et donc, pour avoir de l'émotion, c'est bien plus compliqué de l'avoir sur des berlines que de l'avoir sur des SUV. C'est la raison pour laquelle, évidemment, ils vont vers le SUV. Ça nous arrange, nous aussi, en tant que constructeurs, évidemment, parce qu'on est sur des prix de vente qui sont un peu plus élevés, et donc avec des marges qui sont bien meilleures pour nous constructeurs, mais aussi pour notre réseau de distribution. Dans les moments d'angoisse, vous ne vous dites pas c'est un effet de mode, c'est une bulle. Je pense que l'effet de mode SUV peut-être, mais l'effet de mode voiture émotionnelle, non. Et je pense que c'est ça qui est extrêmement important pour nous en tant que constructeurs, c'est de continuer à faire en sorte que l'automobile reste irrationnelle, reste passionnelle. Et donc, le meilleur moyen pour arriver à finalement pousser ce levier-là, c'est le design, que ce soit un design de SUV ou autre chose. Mais on voit bien que des voitures très pratiques, comme les monospaces par exemple, qui ont été effectivement à un moment donné, la panacée, sont gentiment en train de disparaître, simplement parce qu'effectivement, ce côté très pratique, très camionnette, on va dire, et finalement se faisait au détriment du côté émotionnel. Et donc les gens veulent avoir les avantages du monospace, mais aussi le côté émotionnel d'un SUV. Alors si on raisonne émotionnel, il y a aussi un mouvement anti-voiture. L'émotionnel, c'est la haine du diesel, le rejet de la circulation urbaine. Allez, Madame Hidalgo, si vous voulez. Non, mais c'est vrai que c'est assez irritant de voir à peu près tous les jours, peu importe les journaux, un nouveau fait, un nouvel élément contre l'automobile. Je pense que, évidemment, il y a un mouvement de fond, c'est de faire en sorte que nos automobiles soient le plus propres possible. Ça, c'est un élément important. Là où il faut faire attention, c'est le dogmatisme de manière générale. C'est vrai pour beaucoup de sujets, c'est aussi vrai pour l'automobile et la technologie. Je pense que, évidemment, on se doit, nous, de travailler avec les pouvoirs publics pour pouvoir arriver à faire avancer tout ça de manière intelligente. Ce qui est compliqué à gérer pour nous en tant que constructeurs, c'est que quand, effectivement, entre les villes, les régions, les États, mais même au niveau européen, on a des positions qui sont parfois très divergentes. Et pour nous, en tant que constructeurs, c'est compliqué à gérer parce que quand je discute avec ma maison mère en Allemagne, ma situation en France est très différente de la situation de mon collègue en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Je ne parle même pas de l'Europe centrale pour qui la notion de CO2 est très très évasive. Et après, comme en plus je leur explique que spécifiquement il se passe des choses à Paris qui sont différentes du reste de la France, cette complexification est quand même difficile à gérer. Et ce qui est pour moi difficile à comprendre ou à appréhender, c'est qu'en fait il faut éviter de se comporter comme si on vivait sur une île. C'est-à-dire que Paris c'est pas une île, la France n'est pas une île. Et quand on dit typiquement l'avenir c'est 100% électrique, je veux dire pourquoi pas, même si j'ai des doutes. Mais je veux dire pourquoi pas, je vais pas argumenter sur ces sujets-là, je pense que c'est pas le lieu, mais ça peut pas être une décision française. C'est-à-dire que si aujourd'hui tous les Néerlandais qui décident de passer leurs vacances d'été en France, aux Pays-Bas on dit bah non, l'avenir sera hydrogène, et qui viennent passer leurs vacances en France et qu'il n'y a pas de station hydrogène, ben, ils viendront plus en France. Si les Français qui vont en vacances en Espagne et que l'Espagne a décidé que l'électrique n'était pas l'avenir, ils vont faire comment pour recharger leur voiture quand ils iront en Espagne? Donc c'est des sujets complexes. Et c'est vrai que c'est parfois difficile à appréhender pour nous en tant que constructeurs. Est-ce qu'un constructeur coréen comprend ces subtilités de l'Europe, de Oui, ses choix stratégiques? oui, d'abord parce qu'on a un siège européen qui sert à ça. Oui, parce qu'on a quand même une grosse partie de notre production pour l'Europe qui est faite en Europe, donc avec des produits qui sont adaptés spécifiquement au marché. Donc oui, on le comprend, mais malgré tout, c'est très complexe parce que quand on a un groupe qui est un groupe global, parce qu'on est vraiment un groupe global. Hein. Il y a pas, c'est pas la Corée qui fait 80% de nos ventes. Hein. Finalement, la Corée est un petit marché et donc est minoritaire, je dirais, sur les volumes. Mais on va faire 500 000 voitures en Europe cette année. On va en faire 500 000 aux États-Unis, 1 million en Chine. Donc on a des marchés qui sont très importants avec des positions sur la pollution qui sont très très différents. Donc le NOx aux États-Unis, le CO2 en Europe et d'autres critères pour les pays du Moyen-Orient, par exemple, ou d'autres marchés. Chez Hyundai, il y a quelqu'un qui harmonise les stratégies selon les pays, l'Allemagne, la France. On a évidemment des gens qui travaillent sur le sujet au niveau de l'Europe, parce qu'on essaie d'avoir une approche qui soit globale européenne, d'autant que, évidemment, l'Europe a fixé un cap pour les constructeurs en termes d'émissions de CO2, donc il faut qu'on s'accroche à ce cap et qu'on arrive à tenir nos engagements pour 2020. Donc évidemment, il y a une stratégie qui est définie au niveau européen.
pour s'assurer que chaque pays contribue à l'atteinte de cet objectif, sachant qu'évidemment, des pays comme la France sont plus contributeurs en termes de baisse de CO2 que des pays comme l'Allemagne, où il n'y a pas du tout de régulation aujourd'hui sur le CO2. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonus-malus comme on peut avoir chez nous. En Allemagne, ils peuvent continuer à rouler avec des très grosses voitures. Ce qui veut dire que mon émission de CO2 moyenne en France est 4 à 5 grammes plus faible que celle de l'Allemagne, par exemple. Et finalement, le bon élève, c'est vous, alors? Effectivement, on est plutôt un bon élève en Europe, aussi aidé par la législation française. Un mot de l'actualité internationale. On a l'impression que les tensions augmentent entre les États-Unis et les Corées. C'est sûr que la manière dont on le perçoit ici est assez différente de la manière dont c'est perçu là-bas. Je travaille avec quelques collaborateurs coréens. C'est vrai que quand on évoque ce sujet-là, nous plutôt avec angoisse, on va dire. Eux, très étonnamment, ne sont pas du tout angoissés. D'abord parce que ça fait finalement 50 ans qu'ils vivent dans cette situation-là et qu'à aucun moment, ils imaginent que réellement la situation va se dégrader au point où il y ait une guerre qui se déclenche. Alors, on revient aux voitures Hyundai. Alors, le réseau se porte comment aujourd'hui? Le réseau va mieux. C'est vrai que depuis 3 ans, on va dire, le critère le plus important pour eux, qui est leur rentabilité, progresse. On était en 2014 à 0,3, 0,4 de rentabilité pour le réseau Hyundai et on est autour de 1,4 aujourd'hui, avec en plus un chiffre d'affaires qui a fortement progressé depuis 3 ans maintenant. Donc je dirais que la situation avec le réseau s'améliore et puis on continue à développer le nombre de points de vente. Avec de nouveaux entrants, oui, développement du nombre de points de vente. Oui, avec de nouveaux entrants. Alors, on essaie toujours de privilégier évidemment le réseau qu'on connaît, ceux qui ont déjà la marque. On a ouvert la semaine dernière une affaire à Orléans et c'est notre distributeur du Mans qui l'a ouverte. Donc, on essaie dans la mesure du possible de s'appuyer sur les partenaires existants. Quand c'est pas possible, on va chercher des distributeurs à l'extérieur et je dirais ça se passe plutôt pas mal. Le Kona a été bien accueilli. Le Kona a été très bien accueilli. On va faire la partie, je dirais, test drive là, dans les prochains jours. Mais effectivement, on l'a amené en concession vendredi dernier, puisqu'il est arrivé dans nos concessions vraiment juste avant les journées portes ouvertes. Et on a plutôt bien fonctionné, puisque en l'espace de quelques jours, on a pris plus de 300 commandes. Un mot de vos partenariats dans le sport. Alors, vous êtes en majesté au stade de Groupama, au Groupama Stadium à Lyon. Oui, ça fait maintenant plus de 5 ans maintenant qu'on est partenaire avec l'Olympique Lyonnais. C'est un partenariat fructueux pour nous. D'abord parce qu'évidemment, ça nous aide à vendre des voitures sur la région lyonnaise, mais pas que. Il y a une forme de légitimité aujourd'hui de Hyundai dans le football, puisqu'on est partenaire de la Coupe du Monde, on était partenaire de l'Euro jusqu'à l'année dernière. Donc c'est une manière de décliner pour nous le partenariat au niveau très local. Et ça fonctionne plutôt bien. On a aussi d'excellentes relations avec le patron du club, ce qui aide aussi à rendre ce partenariat positif. Jean-Michel Aulas, c'est le genre de manager qui vous convient. C'est un disons, vrai entrepreneur. C'est un vrai entrepreneur. D'abord, il a prouvé en créant une entreprise comme la Cégide et puis en reprenant le club à un moment où il était en difficulté et en le redressant. C'est intéressant de travailler avec lui, d'abord parce qu'effectivement c'est un entrepreneur et aussi parce qu'il personnifie son club. C'est-à-dire qu'il y a plein de clubs aujourd'hui dont on ne connaît pas vraiment le management ou même le président n'en est pas l'actionnaire majoritaire. Lui, c'est le patron, c'en est l'actionnaire majoritaire et donc ça rend aussi cette discussion-là bien plus profitable pour la marque Hyundai. Ça ne vous étonne pas d'un sport où l'argent est devenu roi? Je pense que la situation de l'Olympique Lyonnais est un peu différente de celle qu'on peut voir avec le Paris Saint-Germain, qui est quand même très isolé, on va dire, dans le championnat français, puisqu'il y a finalement peu de clubs avec ce schéma-là d'investissement. On retrouve plutôt ça dans les clubs anglais, par exemple. C'est sûr que l'argent est important, mais la construction du club de l'Olympique Lyonnais s'est fait sur d'autres valeurs. La formation, beaucoup, sur un modèle économique pérenne. C'est aussi pour ça qu'on s'est engagé avec eux. C'est-à-dire que tout le projet du Groupama Stadium, c'est aussi pour, pérenniser les fondamentaux financiers du club, mais aussi le développer. Donc c'est pour ça que ce partenariat est intéressant, puisqu'on partage aussi des valeurs communes avec l'OL. Bon. Et s'il y a un distributeur Hyundai dans le Midi qui est amoureux de l'Olympique de Marseille, qu'est-ce qui se passe? Vous lui tirez les oreilles? Non, mais c'est une bonne question parce qu'ici, il y a un partenariat avec l'OM, puisque pour le coup, effectivement, notre distributeur de Marseille vient de signer un partenariat avec l'Olympique de Marseille pour fournir les véhicules. Donc là, c'est un engagement local, mais de la même manière que notre distributeur de Nice est partenaire avec l'OGC Nice, ou que notre distributeur de Corbeil est partenaire avec le club du Paris FC pour les filles et le partenaire de Paris avec le Paris FC pour les garçons. Deuxième division. Deuxième division, tout à fait.
On pousse de manière générale nos distributeurs à s'engager localement avec des clubs de sport, football ou pas, qui ont pignon sur rue. Notre distributeur de Strasbourg, par exemple, est partenaire du rugby, où on est partenaire du volleyball à Cannes. Ouais. Donc on essaie d'avoir ce genre d'engagement-là au travers de notre réseau, parce que ça permet finalement, localement, d'avoir une application forte, d'avoir un contact avec le tissu économique direct, parce que très souvent, ces clubs, finalement, entraînent avec eux toutes les PME de la région, et donc c'est profitable en termes de notoriété, et c'est aussi profitable en termes de business. Et c'est un vrai choix stratégique de Hyundai. Absolument. Qui a toujours été en direction du sport, même si vous n'êtes pas footballeur. Non. Plutôt tennis. Plutôt tennis pour moi. C'est un peu comme avec les voitures, je suis désolé, je suis un peu en décalage, mais le foot, c'est une question de cohérence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une stratégie globale qui est autour de la FIFA et de la Coupe du Monde et se dire on fait autre chose en France. Ça serait incohérent. On n'aurait pas de légitimité tous les 4 ans à parler de football si, entre ces périodes-là, on ne parle pas de foot. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu l'Euro en France l'année dernière. C'était une vraie chance parce que ça nous a permis de bien développer notre business. Et on a une autre chance, c'est que pas l'année prochaine, mais l'année d'après, en 2019, on aura la Coupe du Monde féminine en France, dont Hyundai sera aussi le partenaire. Et c'est une raison supplémentaire pour nous de rester dans le football. Je vais revenir quand même aux valeurs qui sont celles d'un manager. Comment est-ce que vous vous définissez? Est-ce que vous avez des credos? Il y en a qui vous disent la richesse n'est que dans les hommes, d'autres qui vous disent la formation est déterminante, d'autres qui vous disent l'ambition est un moteur. Pour moi, il y a 2 mots qui sont toujours importants. C'est la cohérence et la consistance. C'est des mots que je répète très souvent dans toutes mes actions. C'est-à-dire ce que j'essaie de faire, c'est que à chaque fois que je fais quelque chose ou que je pousse mon entreprise dans une direction, mes premiers critères, on va dire, seront la cohérence et la consistance. C'est quelque chose que j'ai appris, je dirais, au long de ma carrière. Et on voit très souvent que quand on commence à être inconsistant et incohérent, on finit par aller dans le mur. Quand on oublie ses fondamentaux, on finit par aller dans le mur. Et c'est finalement un peu ce qui s'est passé avec la marque en 2014, où les directions et les choix qui ont été faits n'étaient pas les bons, qui a amené à mon arrivée dans la marque Hyundai. Et donc pour moi, c'est vraiment 2 mots qui peuvent me caractériser en tant qu'homme et en tant que manager. Merci Lionel French-Kio d'être venu à ce rendez-vous du MTM ce soir. Merci à vous.